Bonjour et bienvenue dans Les Exceptionnels, émission dans laquelle on va recevoir, comme on vous l'a promis, chers téléspectateurs, des grandes dames, des femmes distinguées, des femmes déterminées et surtout des femmes qui ont un parcours exceptionnel. Pour ces nouveaux numéros, nous sommes donc avec une dame exceptionnelle, Patricia Kalambaye. C'est tout de suite. Nous travaillons pour l'unité nationale, avec une vision axée sur la promotion de la culture à travers nos 26 provinces. Congo 26 Télévision compte s'appuyer, soutenir et vulgariser par ses activités une collaboration interprovinciale au-delà de la seule ville de Kinshasa. Congo 26 Télévision, très bientôt, le lancement officiel de nos programmes. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Chers téléspectateurs, on vous l'a promis, nous ne sommes pas donc seuls sur ces plateaux, nous sommes avec une grande dame, une femme exceptionnelle, Patricia Kalambaye. Bonjour Patricia. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Et vous? Très belle en tout cas. Merci. J'aime bien votre coupe de cheveux. Pareillement. Ça vous va très bien vraiment. Bienvenue à vous, hein, Patricia. Déjà pour commencer, vous êtes entrepreneur et mère de 3 enfants. Est-ce facile pour vous de combiner les 2 casquettes là? Non. Pas du tout? Pas du tout. Et comment? Déjà, être maman est un travail à temps plein. Mm-hmm. En plus, par-dessus, il faudrait se battre pour nourrir les fameux 3 bambins. Mm-hmm. Donc, c'est une joie, c'est un challenge, mais c'est tout sauf facile. Ok, Madame Patricia, vous êtes aujourd'hui une personnalité assez importante et influente dans la société congolaise. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière brève de vous et de votre parcours? Écoutez, je suis Patricia Kalambaye. Je suis née ici, à Kinshasa, pas à Kinshasa, mais à Lubumbashi. D'accord. Alors, je suis mère de 3 enfants, comme vous avez dit. Évidemment. Je suis entrepreneur, philanthrope aussi. Quelques activités, on va dire, extra-curriculum, si vous voulez. D'accord. Mais en général, une femme qui se bat pour que la société congolaise puisse bénéficier d'une toute petite connaissance qu'on a. Tu es donc entrepreneur. Tu évolues dans quel domaine principalement? Alors, j'ai une entreprise qui s'appelle Zoa Congo. D'accord. Le totem, c'est un peu prendre le Congo dans sa grandeur. D'accord. Alors, je n'ai pas voulu me restreindre dans un secteur particulier. Je suis dans les services, dans l'import-export, dans la consultation, dans la facilitation, mais aussi dans, comment on appelle ça, dans un peu de coaching. Donc ça veut dire que j'essaye de trouver des personnes, filles, mères ou des jeunes qui sont intéressants, qui ont de l'avenir, et essayer de les associer à des projets pour après les laisser voler de leurs propres ailes. D'accord. C'est un peu ça. Y a-t-il des projets que vous avez déjà mis en place par rapport à votre activité d'entrepreneur? Et ils sont à quel niveau exactement? Alors, le plus gros projet sur lequel que je n'ai pas encore complété, que j'ai commencé depuis 2016, c'était un festival que je vais taire maintenant. Okay. Un concept assez intéressant, je reviendrai pour en parler. D'accord.
Et puis, nous avons aidé dans plusieurs coins du pays. D'accord. À essayer de ramener un peu dans certains cas, c'était dans l'entrepreneuriat agricole, avec des mamans maraîchères, ou dans le partenariat, souvent. Et là, maintenant, nous sommes en train d'essayer d'entreprendre toujours du côté de l'agricole, mais l'industrialisation de certains produits. Donc, ça, c'est le projet en cours. D'accord. Donc, dans vos réalisations, dans vos projets d'entrepreneuriat, il y a certainement on va dire, vos propres intérêts. Mais que gagne la République, la RDC, s'il faut dire, dans vos projets? Alors, étant donné que j'aime dire souvent que la République démocratique du Congo, ou le Congo, le pays lui-même, le pays lui-même est un vaste chantier. Et l'opportunité que nous avons eue de voir ailleurs, et la chance que nous avons maintenant de venir faire le réplica ici, je crois que c'est dans ça que le Congo va gagner. Si nous sommes capables d'industrialiser une petite compagnie, si nous sommes capables de ramener de l'eau dans un coin où il n'y en avait pas, de l'électricité, même si elle n'est pas la lumière, parce qu'il y a des enfants qui ne connaissent pas la lumière. Je suis allée dans des coins où, quand vous arrivez en voiture, les enfants, ils ne savent pas c'est quoi une voiture. Donc, on ramène petit à petit quelque chose qui fait que, comme tout le monde ramène sa pierre, on finira par construire un immeuble, un château, tout ce que vous voulez. D'accord. On a besoin de tout. Merci bien. Patricia Kalambay, au-delà de l'entrepreneuriat, vous êtes aussi, vous avez plusieurs emplois. Vous avez plus de 10 ans d'expérience dans les domaines bancaires. Vous travaillez à la présidence et vous êtes coordonnatrice d'une fondation. Comment vous faites pour répondre efficacement à toutes ces professions-là, à ces tâches qui vous incombent? Alors déjà, le domaine bancaire, c'est derrière moi, parce que c'était après l'université. D'accord. J'ai travaillé pour une institution bancaire canadienne, une grosse institution bancaire canadienne. D'accord. Pendant 10 ans. Ok. Et puis un beau matin, je suis venue à Kinshasa, je crois, après 23 ans. Je suis venue en 2014. Oui. Et en repartant, j'arrivais à Ottawa, où je résidais. J'ai dit à ma mère, écoute maman, je crois que moi je déménage au Congo. Comme ça. Comme ça. Alors, on est une famille de 10. Tout le monde m'a pris pour une folle. Normal. En 2015, j'étais à Kinshasa. Je suis venue avec... on avait commencé une idée. C'était informatiser les entrepreneurs pour être capable de les répertorier. Un peu l'idée comme Goose qui existe maintenant, là, le projet Goose. Okay. C'était à peu près la même chose qu'on avait ramené avec le ministère de petites et moyennes entreprises en ce moment-là, je crois, qui n'avait pas très bien marché parce que c'était vers les élections et tout ça, c'était compliqué. Je suis repartie, je suis revenue en 2016 avec un projet que j'avais appelé Miss Curve. Ok, Miss Curve, ok. Qu'on n'a pas pu réaliser, malheureusement. Pourquoi? Parce que je ne comprenais pas encore comment le Congo fonctionnait en ce moment-là. D'accord. J'étais très occidentalisée. Pour moi, ça a fonctionné du noir sur blanc. Les gris, je ne les connaissais pas encore. Alors, c'est pour ça que ça n'avait pas très bien marché. Ensuite, il y a eu les élections. Okay. Il y a eu les élections. J'ai eu l'opportunité, la chance de rencontrer le président avant qu'il ne soit président. Et dans la conversation, je lui ai dit, écoutez, monsieur le président, si jamais vous devenez président, je viendrai à Kinshasa travailler pour vous. Comme ça. Comme ça. Et à ma grosse surprise, il est devenu président. Ah, Dieu merci. Hein. Alors, une femme exceptionnelle m'a pris sous ses ailes. Elle s'appelle Madame Yelumlop. D'accord.
comme directrice de communication. Elle était en ce moment-là, et maintenant on a changé son titre, je crois maintenant c'est coordonnatrice pour la lutte contre la violence faite à la femme et à la jeune femme ou jeunesse, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas trop. Et elle m'a pris sous ses ailes pendant une année, c'est comme ça que j'ai débarqué à la présidence. Ok. Ouais. Bel parcours en tout cas. Vous portez en vous seul plusieurs casquettes, plusieurs emplois. Ne pensez-vous pas que deux fois c'est trop? Ne pensez-vous pas que ça pèse deux fois sur vous, sur la vie de mère des familles que vous devez aussi mener? Est-ce que deux fois, vous ne trouvez pas que vous poursuivez plusieurs lièvres à la fois, comme disent le français? Alors, c'est trop? Non. C'est lourd? Oui. Ok. C'est lourd, oui, parce que j'ai dû apprendre à mieux gérer mon temps. J'ai dû faire un cours de gestion de temps. Parce que tout doit être équilibré. Parce que quand on oublie ses enfants, alors ta carrière ne sert plus vraiment à rien. C'est peut-être une satisfaction personnelle, mais en tant que mère, quand on sent qu'on est en train d'échouer du côté de ses enfants, c'est différent. Alors, donc, j'ai dû apprendre à faire de concessions, à dire non à certaines demandes, à certains contrats, parce que ça ne me permettrait pas de voir mes enfants pendant autant de temps. La carrière elle-même, elle demande beaucoup. Elle demande beaucoup. Donc, il faut être capable de vraiment, vraiment bien gérer son temps. Sinon, on tombe dans le surménage et dans le stress. Et finalement, on n'accomplit rien. Merci beaucoup, Patricia Kalambay. Nous allons finir cette première partie avec une dernière question. Supposons qu'il y ait des femmes qui vous suivent et qui voudraient entreprendre comme vous. Est-ce qu'il y a quelques astuces que vous pouvez leur donner? Est-ce qu'il y a l'un de vos petits secrets que vous pouvez partager avec elles? Alors, le plus gros secret de la femme entrepreneur, parce que les femmes et les hommes, on n'a pas les mêmes combats, que ce soit au Congo, en Afrique, ou en Europe ou en Amérique. On n'a pas le même combat. Nous partons toujours faibles. Le plus gros conseil, c'est de croire en soi. C'est vraiment de croire en soi et d'avoir une idée claire de ce qu'on veut faire. De faire avant de se lancer, faites les recherches. Informez-vous. Qu'est-ce que ça prend? Parce que c'est ça aussi l'autre chose qui nous tue. On ne va pas vers l'information. On préfère demander à quelqu'un au lieu d'aller chercher l'information. Ça, c'est quelque chose qui tue beaucoup des entrepreneurs. Cherchez, fouillez. Et vous allez tomber plusieurs fois. Je vais vous dire, il y a des jours où j'ai pleuré dans ma salle de bain et puis je disais demain c'est fini, je prends mes clics et mes claques, je ramène mes enfants au Canada vers un confort qu'ils avaient déjà. Mais pour nous autres qui sommes chrétiens, après avoir pleuré, tu pleures et puis tu rouvres ton ordinateur, tu te dis bon, quelle est l'étape que j'ai ratée? Exactement. Et tu recommences. Et il faut aussi s'assurer que dans la vie sociale, que vous avez un système de support adéquat. Parce que souvent, les gens qui nous tuent, ce sont ceux qui sont tout autour de nous. Qui vous ont vu avec un travail, une petite voiture, vous êtes capable de payer la maison, vous êtes capable de ramener les enfants en vacances. Et puis là, vous commencez à choisir entre les vacances et etc. On vous dit, écoutez, Congo, Anakutu, donc laisse tomber. Laisse tomber. Vraiment. Ce n'est pas nécessairement vrai. Dieu fait des grandes choses. Vraiment. Ouais, des grandes choses. Dieu fait des grandes choses, croyons en lui et surtout ayant confiance en nous. Voilà pour cette première partie avec notre invité. Merci et surtout on se retrouve dans la seconde partie.
Congo 26 Télévision, c'est aussi l'événementiel. La couverture des grands événements, concerts, conférences et autres. Diffusion streaming. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Chers téléspectateurs, merci de rester avec nous sur Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Nous sommes avec Patricia Kalambay, une femme exceptionnelle parmi tant d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux de la voir sur ces plateaux. Patricia Kalambay, aujourd'hui, on a un phénomène assez écœurant qui nécessite de sévir ici à Kinshasa et partout en RDC d'ailleurs, le phénomène Kuluna. Le phénomène Kuluna, un phénomène qui nécessite de faire tant de malheur dans la RDC, plus précisément dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il des pistes et des solutions pour pouvoir mettre fin, on va dire, à ces fléaux-là qui nécessitent de faire des victimes? Alors, malheureusement, j'ai eu à voir ce phénomène de mes propres yeux. Ah, oui. J'ai vu comment ces jeunes se sont attaqués à d'autres jeunes dans un quartier de la ville ici. Ok. Je pense que le phénomène Kuluna est un phénomène il est plus profond. Nous sommes en train de vivre le résultat de la négligence collective. Ok. Je ne vais pas m'attarder sur le gouvernement. Je veux dire de la négligence collective. Pourquoi je dis la négligence collective? Parce que le phénomène Kuluna sort de la délinquance, tout simplement. C'est de la délinquance juvénile. Dans les foyers, la structure du foyer... moi, j'ai grandi à Kinshasa. J'arrivais à Kinshasa, j'avais 6 ans. Je suis partie de Kinshasa, je devais avoir 15 ou 16 ans. Donc, je me considère un peu quinoise. Je vous avoue que quand je suis revenue en 2014, j'avais trouvé que les mœurs avaient... C'était dégradé. Dégradé, mais d'une façon vraiment inexplicable. Ok. Personnellement, je pense que la solution serait de ne pas les voir comme des monstres. Il faut déjà démystifier le Kuluna. C'est de la délinquance, tout simplement. Okay. Elle est utilisée, elle est truquée, elle est manipulée, mais dans le fond, c'est des jeunes qui sont en train de crier leur désespoir. Ça existe partout. J'ai vu beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Par contre, le côté correctionnel et réintégration est sélectif. Si, Dieu voulant, Dieu m'a donné les moyens avec la fondation que nous sommes en train de faire, l'un des programmes que nous voulons faire, c'est d'avoir une grande école à l'extérieur de la ville de Kinshasa, en pilote. Une école qui est comme un internat. Mais un internat qui est comme un camp militaire. Qui est comme... où il y a beaucoup de discipline. Où on va chercher... Parce que redresser ceux qui sont dans la vingtaine, dans la trentaine, c'est plus compliqué. Il faut chercher à enlever les tout petits de la rue. D'accord. Ceux qui sont encore très petits, mais qui sont dans la rue. Parce qu'eux, ils sont plus faciles à redresser. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Donc, je crois que si on est capable de créer un système correctionnel juvénile adéquat, parce qu'après, on va en faire l'avenir de demain. Sinon, nous sommes dans des sales draps, permettez-moi l'expression. Parce que dans 25 ans, c'est qui nous gère?
Vous avez soulevé un point, vous avez dit que c'est surtout de la délinquance, mais il y a quand même des cas comme un cas récent d'un étudiant qui a fini ses études de licence et venait tout juste de défendre son mémoire et qui a été poignardé comme ça par des Koulouna. Est-ce que vous pensez que c'est toujours de la délinquance juvénile dont on parle? Bon, c'est de la délinquance juvénile c'est transitaire. Hein. D'abord, avant, c'est de la délinquance, tout simplement, des enfants qui se trouvent dans la rue. Après, ceux qui sont dans la rue, qui sont déjà devenus une délinquance criminelle, entraînent les plus jeunes. Après, vous avez la formation des gangs. Vous avez aussi les influences culturelles de l'extérieur. Parce qu'ils ont vu les bleus, les rouges, le red and the blues à San Francisco. Ils ont vu ça dans les films. Vous voyez, il faut pas qu'on se leurre. Hein. Moi, j'ai habité à Milton, en Ontario. Il y avait une partie où c'était très, très ghetto, où le bandana rouge ne pouvait pas entrer, où le bandana bleu ne pouvait pas entrer. Donc, ce sont ces choses-là qui sont parties des États-Unis, qui ont migré vers le Canada, et qui ont migré vers l'Europe, et maintenant qui est arrivé en Afrique. En Afrique, exactement. Mais maintenant, en Afrique, et qui est arrivé au Congo. Ailleurs, en Afrique, je n'ai pas vu. J'étais en Angola, en Côte d'Ivoire. La délinquance mais on ne peut pas parler de Koulouna comme on parle ici. Pour nous, c'est une réalité. Pour nous, c'est vraiment une réalité. Et par-dessus, dans le contexte de chez nous ici, du mot paoïsme, les gens commencent à utiliser ça comme une arme contre tel. Donc, ça devient aussi, ça devient plus complexe à gérer. Mais je crois que c'est toujours l'éducation fondamentale, c'est la clé. Moi, je pense. En parlant d'éducation, avec le projet du chef de l'État qui a fait à ce que l'école primaire soit gratuite, n'est-ce pas une bonne chose pour peut-être faciliter aussi, pour que ces enfants-là, ceux qui sont encore dans des bas âges, qui se trouvent dans des rues et qui normalement devraient être à l'école, pourquoi ces enfants-là restent toujours dans la rue? Pourquoi ils ne vont pas à l'école alors que l'école primaire, on le sait tous, est désormais gratuite en RDC? Alors, c'est l'une des plus belles choses pour lesquelles je ne cesserai de chanter la gloire du président. Par contre, à mon opinion, l'exécution aurait été peut-être un peu plus différente. Parce qu'un enfant qui se trouve déjà dans la rue n'a pas la discipline d'un enfant qui était à la maison mais qui n'allait pas à l'école. Alors un enfant qui est déjà à la maison, qui n'allait pas à l'école faute de moyens, qui va aimer l'opportunité d'aller à l'école. Un enfant qui se trouve dans la rue ne comprend pas déjà la discipline qu'il y a à l'école. Parce que quand tu arrives à l'école, tu dois t'asseoir, tu dois écouter, tu dois faire ce qu'on te demande de faire. Déjà, eux, ils sont déréglés. C'est un enfant de 9 ans, de 10 ans, qui ne connaît pas le respect, qui ne connaît pas l'hiérarchie, qui ne reconnaît pas l'autorité. Donc, il fallait... un autre type d'éducation pour eux. Il faut, justement, c'est ça que je dis, il fallait combiner les deux. Donc, en créant la gratuité, mais en créant des institutions spécialisées pour des enfants difficiles. Moi, je les appelle des enfants difficiles. De cette façon-là, à un certain moment, vous allez voir que vous allez être capable de les réintégrer dans la scolarité normale. Mais eux, ils ont besoin d'une discipline qui est différente d'un enfant qui vient de la maison. Je crois que c'est vraiment ça le problème. Mais la gratuité, il y a beaucoup de choses n'ont pas fonctionné, mais beaucoup de choses aussi ont fonctionné. Donc, il ne faut pas voir que le mauvais côté, comme j'entends les gens dire. Il y a beaucoup de bonnes choses aussi qui sont arrivées. Ça a permis à beaucoup d'enfants de regagner le banc de l'école. D'accord. En tant que femme qui est dans la présidence et qui travaille, est-ce que ça vous arrive de parler de certains cas comme celle-là pour que ça arrive, que ça puisse alerter les autorités pour que, voilà, comme les solutions que vous êtes en train de proposer, soient aussi mises
en exécution? Il y a beaucoup de travail. Je crois que quand on était à l'extérieur, on ne comprenait pas le challenge que c'est de diriger ce pays. Le Congo a beaucoup de potentiel. Beaucoup de potentiel. Encore, comme je vous ai dit, comme dans ma vie personnelle, j'ai dû apprendre à prioriser, à arranger, j'allais dire schedule, mais à programmer certaines choses. Et c'est la même chose qui est en train de se faire. C'est un quinquennat qui est venu avec beaucoup de projets. Certains projets qui étaient déjà là, qu'eux, ils ont mis en place. Mais, comme je vous dis, par exemple, Batongara Ndaku en une journée. Donc, pour construire une belle maison, il faut se rassurer que la fondation est assez consistante et solide pour supporter la maison que tu veux construire. Sinon, vous allez construire des maisons, je ne vais pas me moquer de mes amis canadiens, qui construisent dans le bois. Okay. Il suffit que ça allume dans la cuisine, 15 minutes plus tard, parce que ça m'a ça se construit en 3-4 mois, c'est fini, ta maison, elle est comme ça, là, château, voilà. Mais nous autres, on a la conception. Même quand on construit en bois, il faut se rassurer que la fondation est en béton. D'accord. Parce que c'est toujours le poids que ça va apporter. Vraiment. Donc, c'est vraiment ça. Vraiment. Merci beaucoup, Patricia Kalambay. Nous sommes vraiment très heureux et honorés de vous avoir sur ces plateaux. Et on se retrouve pour la suite. Nous devons transformer nos faiblesses et différences en opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et créer un environnement propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Merci à vous qui nous suivez sur Congo 26, la chaîne de l'unité nationale. Nous sommes toujours là avec vous et c'est vraiment un plaisir d'être avec Patricia Kalambay sur ces plateaux qui ne cesse de nous édifier sur plusieurs sujets. En tout cas, c'est un plaisir, Madame Patricia. Sinon, nous avons lu que vous parlez plusieurs langues en même temps. C'est 5 ans en tout. 5, c'est beaucoup. Plus ou moins, 5. L'anglais, le swahili, le lingala. Le lingala, le chiluba, le français. OK. Oui. Finalement, Patricia, vous êtes qui au fait pour parler autant de langues au fait? Vous êtes qui? Comment ça se fait au fait? Au fait, les langues pour moi c'est un don. Je crois. J'apprends facilement les langues. Okay. Et je suis arrivée au Canada. 6 mois plus tard, je parlais l'anglais. D'accord. Mon papa avait fait quelque chose d'extraordinaire. Nous avait mis dans une école anglophone quand nous sommes arrivés. Donc, on est allé à l'école pendant 4 mois. On ne comprenait pas qu'est-ce qu'on nous disait. Mais 6 mois plus tard, on parlait anglais. OK. Le chiluba, j'ai parlé à la maison parce qu'on avait beaucoup de familles qui venaient de l'intérieur, qui parlaient chiluba, et j'ai commencé à parler. Un petit message pour les téléspectateurs qui nous suivent, un petit message en chiluba. En anglais. En chiluba. En chiluba d'abord. Nzambianou lama, Nzambianou samba. Qui veut dire que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ah, ok, d'accord. Moi, je parle personnellement aussi swahili. Oh, nice. D'accord. Ou combien? Mais combien d'années? Ou quoi, l'aise ou plateau? Ça va, ça va. Ça va. Je sens que vous avez un peu de difficulté à vous exprimer en swahili. Le swahili, mon swahili est très louchois. Okay. Alors, c'est un swahili, il est à Minaenda, Minafanya.
Minasema, Ok. conversation. Ah, Swahili Mais basique. ce n'est pas le Swahili qu'on parle au Kivu, au Kenya. Bon, c'est vrai que j'ai été au Kenya, ça m'a beaucoup aidé, le fait de parler un peu Swahili. Mais ce n'est pas un Swahili extraordinaire. Merci beaucoup. Hein. Vous êtes vraiment une femme qui inspire, une femme exceptionnelle, hein, comme on aime bien les recevoir dans cette émission. Je voudrais quand même pourchuter que vous puissiez adresser un message à ces femmes-là qui ont besoin de travailler, pas d'entreprendre forcément, mais qui ont besoin de travailler et qui ne peuvent pas, soit, on va dire, il y a des hommes actuellement qui ont des femmes à la maison qui ont de dons, qui peuvent travailler, mais qui, voilà, leur mari n'accepte pas pour une raison ou pour une autre. Vous, en tant que femme mariée qui travaillez, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes ou peut-être à ces hommes-là qui refusent aux femmes de travailler et d'apporter une pierre à l'édifice dans la famille? Alors, malheureusement pour moi, je ne suis plus mariée. Je suis divorcée depuis presque 5 ans. D'accord. Mais cela n'a jamais vraiment dérangé mon ex-mari. Ok. Le fait que moi, j'ai travaillé depuis que j'avais 18 ans. Ok. Donc, je crois que c'était d'ailleurs le côté qui l'intéressait, le fait de savoir qu'il était avec une femme qui pouvait ramener un plus. C'était une fierté. C'était une fierté pour lui. Alors, les relations interpersonnelles dans les couples sont plus compliquées et on ne peut pas les mettre... y a pas ça ne peut pas être universel. C'est pas universel. Moi, par exemple, la recommandation que je donne à toutes les jeunes filles qui me connaissent, aux femmes qui m'ont rencontrée, je pose d'abord la question de savoir si vous savez qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, vous présentez cette personne-là à votre partenaire, à votre prochain partenaire. Donc, ça veut dire si c'est un homme qui n'aime pas une femme qui travaille, il n'ira pas chercher une femme qui est licenciée en droit économique et tout ça, qui rêve de devenir présidente de la République. Il va se dire, mbadi pardon, oh non, kokate. Il va se chercher une femme ménagère. Attention, les femmes ménagères sont les plus fortes parce que ce sont ces femmes-là qui gèrent des foyers. Rien que ça. Ce n'est pas un petit emploi non plus. Dans certains pays, maintenant, on commence à rémunérer les femmes qui restent à la maison. Ah bon? Oui, dans certains pays, elles sont payées pour rester à la maison. D'accord. Donc, il faut connaître qui on est, comme j'avais dit au début. Il faut connaître qui on est. Il faut connaître où on veut aller. Parce que le mariage de nos jours, très rares sont des mariages qui ont été imposés. La plupart, c'est des choix que nous faisons. Et Dieu nous a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à l'homme, c'est l'instinct. Il y a un truc dans notre ventre, là, quand vous rencontrez quelqu'un, vous savez déjà que lui, là, dans 10 ans, vous savez. Ouais. Mais le côté peut-être naïf ou féminin que nous avons, on aime sauver les âmes. On se dit, moi, je veux le changer. Il va changer. Moi, je vais prier, il va changer. Erreur fatale. Pas toujours. Okay. Dans certains cas, Dieu exauce parce qu'il est souverain, il est miséricordieux. Mais dans certains cas, c'est des erreurs quand même qui vous coûtent. Alors, vous allez voir ces femmes-là à 40 ans. Elle est frustrée, elle sort de son foyer, elle commence sa carrière à 40 ans. Okay. Elle commence à travailler. Mais en étant à la maison, moi, j'ai rencontré des femmes exceptionnelles qui étaient millionnaires et qui travaillaient de la maison. Elles ne sortaient jamais de leur maison pour aller travailler. Okay. Donc, il y a le e-commerce qui est en train de devenir une grosse chose. Il y a le coaching. Il y a comment on appelle ça maintenant? Télé-éducation. Tu peux devenir professeur chez toi, à la maison, dans ton salon. Donc, il y a toujours moyen d'apaiser les papas par rapport à tes projets. Et souvent aussi, les femmes, c'est comment nous exposons.
nos projets. C'est la communication, c'est toutes ces choses. Écoutez, moi, je suis divorcée, je ne vais pas vous donner de conseils de mariage, mais on peut dire que la clé, c'est de savoir qui on est. Exactement. Il faut savoir qui on est. Vous l'avez entendu, hein, la clé, c'est de savoir qui on est. C'est par là que nous clôturons notre émission. Merci, Patricia Kalambay, d'avoir répondu présente à notre invitation. Et on vous souhaite vraiment le meilleur pour vos projets. Merci. Merci. Merci à tous ceux qui nous suivaient. Hein. On se retrouve pour très, très bientôt dans un nouveau numéro de Les Exceptionnels.